Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournal. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. J'sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais, j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne
décidé de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichtenstein comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue. Il y a beaucoup de lumière aujourd'hui, c'est que du plaisir. J'espère que vous allez bien. Les copains, que vous êtes en forme, est-ce que tout va bien? Est-ce que tout le monde entend normalement? On est bon. Voilà, comment ça va les amis pour cette nouvelle semaine qui s'annonce toujours plus folle? Vous le savez, hein, c'est de pire en pire. De toute façon, on ne peut pas se mentir. Hein, chaque week-end, j'ai peur de reprendre l'antenne le lundi parce que il se passe toujours des dingueries. Et ce week-end n'a pas échappé à la règle. Ah, non, un attentat... L'affaire Rutel-Krief, on ne sait pas pourquoi. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. C'est complètement dingue, les amis. Donc bon, l'important, c'est de se retrouver, garder la banane pour décortiquer tout ça avec une semaine folle, une semaine pleine déjà qui s'annonce. Assez chouette parce que ça fait 2 vendredis que je rate. Vendredi dernier, c'était pour faire une surprise à Madame Milleux. Voilà, je te le dis, c'est son anniversaire qui arrive. J'ai fait la surprise. Donc vendredi, j'avais besoin d'être... j'avais besoin d'être dans les coulisses, je pouvais pas être là. Puis dans le doute, je vous l'ai pas dit avant parce que vous en avez rien à foutre. Puis tu sais pas, peut-être qu'elle écoute. Voilà, donc je pouvais pas. Je pouvais pas. Donc là, on est sur une grosse semaine, on est sur une belle semaine, les amis. Avec un Ça discute en fin de semaine qui devrait vous plaire, je pense. La farce tranquille qui sera encore et toujours là. Le sondage, le résultat du sondage est clair. Voilà, ça c'est certain. Et de belles choses. De belles choses qui arrivent, les amis, je vous le dis. Parce que là, ça y est, c'est Noël. On est dans l'ambiance Noël. C'est du plaisir. C'est du plaisir. Il faut se régaler. Il faut se régaler. Il faut continuer à faire ça. Voilà, les copains. Merci. Je profite de vous remercier à Jujuka qui vient de subprime 18e mois. Il y a Julien 54601 subprime 16e mois. Isa Tricotte 21e mois. Merci beaucoup. Fidèle parmi les fidèles, et Sandrine 1927 qui vient de sub pour 3 mois d'avance, un petit nouveau, merci beaucoup, une petite nouvelle j'imagine, merci beaucoup ma Sandrine, j'ai envie de t'appeler comme ça, voilà, je le dis. Aujourd'hui au menu, avant je vais répondre à ta question, le biscuit corse, peut-être que ça intéresse du monde, merci à Ice Simon 6 qui vient de sub 20e mois. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui, on va faire du React. Ouais. On va faire du React un petit peu sur une vidéo qui vient sortir sur le compte d'Off Investigation sur YouTube. J'aime beaucoup cette chaîne. Je vous invite à aller vous abonner. Sur l'affaire Matzneff. Nouvelle révélation, on va faire du React sur ça. Et je dois partir vers 17h30 aujourd'hui. 17h30, 17h45. Voilà. Je vais acheter le sapin de Noël. Je ne veux pas vous mentir. Voilà, vous le savez, on est au bistrot, on est entre copains. On se remettra des coups plus longuement dès demain. Vous inquiétez pas. Là, c'est ce sapin. Parce que si j'attends ce week-end, je vais en profiter 10 jours du sapin. Donc autant acheter un cactus, tu vois. Sauf qu'accrocher des boules à un cactus, c'est comme condamner un ministre de la Justice. C'est impossible. Là, on a vu que c'était impossible, honnêtement. Je dois t'avouer que là, c'est lunaire ce qu'ils nous ont mis. Il y avait prise d'illégal d'intérêt. Il était en situation de prise illégale d'intérêt, mais il ne savait pas. C'est vraiment la décision de la Cour de justice de la République. J'aimerais vous mentir, j'aimerais que ce soit une vanne. Non, il ne savait pas. Mais c'est quoi son métier au départ? Ministre de la Justice. Et avant ça, avocat. Et il ne le savait pas. Bon, à partir de là, et ce matin, tu as Rémi Heitz, qui est procureur de la République, tu sais, qui explique... alors c'est lui au départ, il avait requis 1 an avec sursis, ce qui était déjà énormissime. Et ce matin, il était sur France Info, il a dit non, finalement, on va pas poursuivre en cassation, parce que... les attentats, l'écologie, c'est Noël. Voilà, non mais il nous a expliqué vraiment en direct à la radio que la justice en France était morte, vraiment morte, pour ceux qui avaient encore des doutes. Effectivement, je suis bien d'accord, on n'était plus beaucoup. Merci à Antoine Job, qui vient de ce 8e mois, et Clerma 19, 17e mois, c'est magnifique. Donc, non, l'affaire Dupond-Moretti, les amis, alors, une fois de plus, je vais pêcher par naïveté, parce que c'est l'évident. Enfin,
On s'en doutait, hein, on s'en doutait qu'il y avait beaucoup de décisions qui démontraient un deux poids, deux mesures à minima. Là, avec Dupond-Moretti, on en reparlera demain. Demain, je vais vous faire une émission un peu plus centrée là-dessus. On prendra le temps de réfléchir sur ça pour tout résumer, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire, les machins, les bidules. Euh, enfin, de toute façon, je vous le dis, je vous l'ai déjà dit, c'est ma grande théorie du moment. C'est que je crois que, et à la limite, j'espère me tromper une fois de plus, hein, s'il y a un fact-checker dans le secteur, qu'il n'hésite pas à me dire que je suis un crétin. Mais je pense sincèrement qu'ils sont en train de faire le lit, c'est l'expression que les médias aiment bien, faire le lit d'une situation révolutionnaire. En tout cas, d'une situation de révolte populaire qui mettrait complètement, enfin, qui justifierait le passage à l'état d'urgence et donc la destruction définitive des derniers piliers démocratiques qui, jusqu'à présent, les empêchaient de faire tout ce qu'ils voulaient. En état d'urgence, ce sera roue libre absolue. Et je crois qu'ils sont en train gentiment de préparer tout ça. Je veux dire, plus rien ne va dans le pays. C'est une phrase un peu con qu'on dit toutes les semaines. Mais à Nantes, à Nantes, tu as le football. T'as le football, les supporters de Nantes qui s'en prennent à des VTC. T'en as un qui sort de son VTC, un chauffeur qui sort de son VTC, il faut un coup de couteau. Merci, au revoir. L'attentat à Paris, rien ne va. On en reparlera demain plus longuement, les amis, hein. Mais on a un terroriste qui fait une vidéo de revendication avec un masque, des lunettes, un bonnet. On n'a jamais vu ça. Un terroriste qui veut mourir en martyr, celui, il en a rien à foutre qu'on voit sa gueule ou pas. Enfin, on n'a jamais vu ça. Le mec, on apprend qu'en fait, il était suivi sur le plan psychiatrique, mais qu'avec l'accord de son médecin, son traitement avait été levé. Il fait son attentat alors qu'il y avait énormément d'alertes sur lui. Il avait été arrêté et incarcéré pour projet d'attentat à la Défense il y a quelques années. Et le mec déboule. Et Darmanin, le premier truc qu'il nous dit, c'est « Ouais, mais il s'appelait Armand ». Parce qu'apparemment, même ça n'est pas vrai, tu vois. Enfin, ça part en cacahuète. Je vous le dis d'habitude avec une apparente légèreté et quelques blagues, mais ça part clairement en cacahuète. Et je ne peux pas croire que tout ça soit dû au hasard et ou à l'incompétence. Au bout d'un moment, avec des Jeux Olympiques qui arrivent dans quelques mois, hein, dans à peine la moitié d'une année, vous avez les Jeux Olympiques en France, le monde entier va avoir les yeux rivés sur nous. On n'est pas foutu de protéger les touristes à la Tour Eiffel, si vous voulez. Donc, honnêtement, je comprends de moins en moins ce qui se passe et j'ai peur de tenter de trouver une explication parce que, après tout, parfois, il faut accepter l'impossibilité de saisir et de comprendre le réel. Donc, je préfère ça que de trouver des explications hâtives et erronées. Mais sincèrement, ça m'inquiète de plus en plus. Merci beaucoup. On en parlera demain. On en fera un point plus long demain. Merci à Gabrinette21 qui vient d'offrir 5 subs. Ça, c'est super gentil. À Casdu, Ouzman, Latent Slip, Un sourire en passant et Kinoulol. Merci beaucoup, les copains. C'est génial. Et puis, ça aussi, l'affaire. Ça, j'ai pas compris. Ça. Je vais pas vous mentir, j'ai pas compris. L'affaire Rutel-Krief. Ouais. Mélenchon, il a pas été gentil avec Rutel-Krief. J'essaie de vous retrouver l'extrait sur Twitter. Je n'ai même pas compris la polémique. Je vais pas vous mentir. Hein. Je vais pas vous mentir. J'ai même pas compris qui, que, quoi, dans où. Qu'est-ce qui se passe en fait. Alors, tu vois, Libération, ils en ont parlé. Voilà, c'est un tweet. Voilà, Mélenchon a fait un tweet. Voilà, c'est celui-là. Rutel-Krief, manipulatrice, si l'on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. Quelle honte, bravo Manuel Bompard pour la réplique El-Krief. Pour la réplique, point, El-Krief réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. Et là, il y a Darmanin qui nous a dit ce matin, elle a été placée sous protection policière et tout ça. Je suis obligé de vous avouer que je ne comprends même pas la polémique. Ça fait 40 ans que la scène politique accuse l'extrême droite, voire la droite de temps en temps, de s'en prendre aux musulmans. On n'a jamais mis les responsables de droite ou d'extrême droite sous protection policière. On n'a jamais dénoncé une mise au pilori et une accusation mortifère de ces gens. Mais je dois vous avouer que, et ça va en étonner plus d'un, comme quoi hein, l'esprit de Noël, c'est magique. Je défends Jean-Luc Mélenchon sur ce coup-là. Alors bon, on est sur un Palpatine qui commence à perdre les pédales, on va pas se mentir. Mais là, qu'il lui tombe dessus de la sorte, je ne comprends même pas. Hein. Je ne comprends même pas la salade. Hein. Ça devient excessif.
Et c'est complètement contre-productif. C'est-à-dire, si vous voulez en faire un ennemi, si vous voulez diaboliser Mélenchon, faites-le bien. Je veux dire, faites-le bien, parce que là, ça se voit en fait que vous lui en voulez, que le système médiatique, dans la grande majorité, lui en veut. Ça se voit. Donc celle-là, vous pouvez l'enregistrer. Hein, mais je défends Jean-Luc Mélenchon sur cette affaire-là. Il faut arrêter. C'est n'importe quoi. Donc, ouais, non, on est pas mal. On est pas mal. Et puis, alors aujourd'hui, on va faire un réact. C'était pas prévu. Hein. Je voulais vous parler d'un documentaire sur Manzem que je n'ai pas vu, que je voulais regarder avec vous. Et demain, on parlera donc de l'affaire Dupond-Moretti un petit peu plus longuement. Et on va parler wokisme. Si soyez au rendez-vous, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant dans Libération. Et il y a une petite chronique, mais j'ai pas récupéré encore le journal. C'est le Figaro. Dans le Figaro d'aujourd'hui, il y a un truc à crever. C'est génial. À crever de rire, pour le coup. Et, mais vraiment, une chronique que j'ai trouvée super drôle. Je vous la partagerai demain. On a une belle émission. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus court. Voilà, les copains. Je suis obligé voilà, de vous le dire. Et c'est vrai que j'y pense sur Rutel Krief, quand on dit ouais, Mélenchon et Bompard l'humilie, machin et tout. Là, je viens de voir sur Twitter des gens qui font remonter cette séquence sur Sarkozy. Ouais. Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante. Donc vous ne parlez pas de moi comme un voyou. Pardon de le dire, parce que moi je pourrais dire aussi qu'inviter M. Takedine chez BFM comme vous l'avez fait, c'est une affaire de voyou. Donc mesurez votre vocabulaire. Et les choses iront beaucoup mieux. Alors, excusez-moi. Voilà. Ouais. Tu vois, à ce moment-là, c'est vrai que c'est intéressant. Cette séquence, elle est intéressante. Là, personne avait défendu Rutel Krief. Sur la protection policière, c'est de la cagolerie. Il faut arrêter. Sincèrement. C'est vraiment de l'effet d'annonce. Enfin, bref. Écoute, hein, voilà, c'est la vie. On continue, on bricole, on se régale. Et ça, c'est le plus important. Alors aujourd'hui, les amis, on va y aller plein gaz. Ah oui, avant de parler de l'affaire Matzneff, on rigole encore un peu. Je ne vous dis rien. Je vais vous montrer une séquence. Je n'ai rien de plus à dire. Bonsoir, c'était la boutique-thérapie. Des applaudissements, s'il vous plaît. Bon, je pense que vous avez dû voir. Ça se danse, c'est toutes les danses autour du bassin. Et des fesses. Et des fesses, merci. Le cul. Pour revendiquer notre droit de shaker, de danser, d'exister dans l'espace public, de se réapproprier l'espace public avec tous nos corps différents, nos corps de femmes et autres. Et tout le féminin que chacun a en soi, le féminin sacré que chacun et chacune a en soi, on le fait exister partout. Je vois tout le monde d'ici. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, main droite. 1, 2, 3, 4, 9, 10. On continue. Ok, on change de main. Main gauche. Hey, allez. Ok, jambe droite. On secoue. Ok, jambe gauche. On secoue. Et c'est parti les fesses. Allez. Ah yes, bravo. Ouais, bon, c'est insupportable. Mais c'est pour la planète. Ouais, j'ai pu. Je crois qu'il va falloir réfléchir peut-être à annuler le spectacle qui était en préparation. On fera jamais plus drôle. Je vous le dis, c'est en train de me déprimer cette affaire. Parce que comment tu veux être plus drôle que ça? Coluche avait le mérite, si vous voulez, de prendre de l'actualité politique et de le rendre drôle. D'ailleurs, un paquet d'humoristes arrivaient à faire ça avant. Aujourd'hui, il n'y a pas de spectacle. En fait, tu mets ces séquences-là, les gens sont morts. Hein. Alors d'abord de rire. Puis après, ils se rappellent que c'est sérieux. Et là, je ne sais plus quoi vous dire. Honnêtement, là, c'est compliqué. Hein. Puis après, tu sais, on t'explique, ouais, mais vous comprenez, Vladimir Poutine prétend se battre contre l'Occident décadent. Je te dis pas que mon objectif est demain de m'appeler juste Miliov et Remiski, mais hein, quand même, parce que là, sur la décadence, on peut pas lui donner tort. Et le pire, c'est que ça tape toujours au même endroit. Hein. Moi, je veux bien qu'on prenne au sérieux les écolos, mais ils nous rendent pas la tâche aisée. Hein. Et ils nous facilitent pas la tâche. Hein, franchement. Est-ce que ce sont des abrutis? Non, mais je sais pas. Mais comment tu sauves la planète
avec ton cul, en fait. Parce que voilà, on va secouer notre cul pour la planète. Alors, pour la libération des femmes, on ne sait pas d'ailleurs, parce que Sandrine Rousseau a essayé de justifier, j'ai vu des trucs, j'ai pas compris. Je fais ce que je peux, hein. Mais elle a dit des trucs pour... je sais pas. Franchement, attends, faut que je vous retrouve. J'ai pas compris. Franchement, voilà, tu vois, elle a dit, hein, sur cet exemple, vous vous trompez. Ce sont des femmes qui dansent pour se donner de la puissance, se réparer. Cette danse est populaire, issue de la guerre civile en Côte d'Ivoire, effectuée pour soutenir une tête de liste femme. Voilà. Donc là, ce que vous voyez, sont des gens qui se réparent. Et vous, toutes les énergies qui vous ont balancé, vous leur rebalancez, multiplié par 100. Ok? Ça part de là, les mains, les pieds, les cris, on y va, attention. C'est parti, allez. Voilà. Alors bon, on va analyser cette séquence, hein, on refait le match. Bon, alors Sandrine Rousseau, je mets à l'abri d'une connerie. On notera que Éric Piolle est en train de se réparer. C'est un homme. Est-ce qu'on n'est pas sur de l'appropriation sexuelle de cette réparation du cul? Yannick Jadot n'est pas le plus mobile. Sincèrement, il me rappelle mes grandes heures en boîte de nuit. Notez Yannick Jadot. Ouais, tu vois, il ne danse pas. Il a la flexibilité d'une bûche, si vous voulez. Et Sandrine Rousseau donc, nous explique qu'en fait, ce ne sont pas du tout des gens, hein, qui donnent l'impression, hein, voilà, d'être dans un asile d'aliénés. Ce sont des gens qui se réparent en remuant leur fiac. Voilà. Je sais pas quoi te dire, moi. Mais je sais, il y a Blueby 3 qui dit il est quand le fond? Mais il y a de la route, à mon avis. Hein. À mon avis, on fait un Strasbourg-Madrid. Et là, on vient de passer Colmar. Hein. Je pense qu'il y a de la route. Hein. Je vous le dis. Hein. Je fais ce que je peux. Mais dire comment tu prends ces gens-là au sérieux, franchement? Déjà, vous connaissez ma grille de lecture. Alors, c'est que mon avis. Mais au départ, l'écologie, c'est pas un projet politique. L'écologie, c'est une urgence collective. Donc, il ne peut pas y avoir des gens qui arrivent et qui disent bon, bah, l'écologie, c'est nous. Voilà, c'est nous qui pouvons parler d'écologie. C'est comme si un parti, si tu veux, s'était arrogé la liberté. Tu vois, le parti de la liberté. Alors, la liberté, c'est nous. Voilà. Les autres partis, s'ils veulent, ils parlent de liberté, mais c'est nous les tauliers. Ça n'existe pas. L'écologie, c'est pareil. On peut être écologiste et d'extrême droite, ou écologiste et du centre, admettons. Tout est possible, tu vois. Donc déjà, ils se sont appropriés ce truc-là, et voyant que les gens sont en train de comprendre l'escroquerie, si tu veux, dans la mesure où aujourd'hui, on a des programmes écologiques de droite, d'extrême droite. Les électeurs comprennent bien que c'est pas, il faut pas forcément être d'extrême gauche pour sauver la planète. Bon, maintenant, nos amis écolos vont chercher d'autres causes, d'autres idéologies. Et là, maintenant, c'est remuer son cul. Donc, de toute façon, on va en reparler dans la farce tranquille, vous en doutez bien. Mais je voulais quand même vous le montrer parce que ça me semble très important de comprendre qu'on n'a jamais touché le fond, d'ailleurs. Jamais. Surtout quand remuer son fiac est le premier des projets politiques. Les amis, sans aucune transition, on va parler de ce documentaire que je voulais évoquer avec vous. Enfin, cette vidéo de la chaîne YouTube Off Investigation que je vous invite à aller voir et vous abonner parce qu'on va regarder une vidéo de leur compte aujourd'hui. Donc, il faut soutenir, bien sûr, c'est normal. On ne s'approprie pas le travail des gens. Sur Gabriel Matzneff, ils ont révélé ça aujourd'hui. Je le découvre avec vous. On se fait un petit react. On va voir ce que ça donne. Merci, avant de commencer, à Calan DBS qui vient d'offrir un sub à Ursa+. Ça, c'est sympa. C'est parti pour le documentaire. Matzneff fréquentait énormément de gens. Sur le plan politique, ses contacts et ses soutiens allaient de la gauche la plus extrême à la droite la plus extrême. Il se vantait d'avoir toujours sur lui des lettres de protection du président Pompidou, ensuite de François Mitterrand quand il était encore, je crois, leader de l'opposition et ensuite président. Françoise Kadji, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une des photos célèbres des personnes qui accompagnaient Matzneff dans les années 70. Alors,
D'abord, il faut que je précise que je ne suis pas seulement ça, parce que je suis journaliste de profession. J'ai déjà consacré 2 livres à Matzneff. Le premier qui n'a pas pu être publié parce qu'il ne plaisait pas au milieu de l'édition, et un autre qui est enfin sorti à compte d'auteur, il y a 2 ans de cela. Et donc je m'intéresse à Matzneff pas seulement, si vous voulez, au niveau des sentiments et de la répercussion qu'il a pu avoir dans ma vie, mais aussi en tant que sujet d'investigation. Je trouve que c'est un sujet d'investigation qui n'a pas été suffisamment fouillé par la presse française, Off Investigation étant une exception à cet égard. Et donc mon intérêt est surtout à ce titre. Comment est-ce que vous avez trouvé le film ? Je trouve que c'est un film qui simplifie les choses à l'extrême et qui ne rend pas vraiment justice ni à ce qu'était Matzneff, ni au rôle qu'il a joué dans la société française pendant une période quand même de plusieurs décennies. Extérieurement, c'est un écrivain qui a beaucoup contribué à populariser la cause, si on peut parler de cause pédophile, depuis même depuis la fin des années 60, et aussi longtemps qu'on lui a donné l'occasion de s'exprimer. Mais il n'était pas le seul, en fait. Il faisait partie de tout un groupe de gens, voire même d'un réseau, puisque lui-même utilise ce terme. Et c'est un peu facile de tout ramener à lui. D'en faire une espèce de monstre. D'en faire un monstre, comme Jean-Paul Rouve s'est employé à le répéter en faisant la promotion du film, tout en faisant l'impasse sur ses amis, parce que Matzneff ne faisait jamais rien seul. Quand il faisait des voyages dans les pays chauds, méditerranéens et plus tard en Extrême-Orient pour trouver des enfants pas chers, il était toujours accompagné, il n'allait jamais seul. Il a toujours été, sur le plan professionnel, il a toujours été accompagné par des éditeurs et des journalistes qui ne voyaient absolument aucun problème à répéter à le publier et à répéter son message. Et il était également relayé ou soutenu par des gens très riches comme Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, par des patrons de presse évidemment, parce qu'en parallèle à son activité d'écrivain de livres, il a toujours eu une activité de chroniqueur dans la presse et il a toujours été... disons que ses entrées dans la presse ont été facilitées par son amitié avec Bernard-Henri Lévy. C'était quelqu'un d'extrêmement inséré dans... Ça, c'est une jolie révélation parce que le lien avec Bernard-Henri Lévy, je vous avoue que je l'ignorais jusqu'à présent. En tout cas, j'en avais pas trop entendu parler sur cette affaire-là. Et effectivement, le rappel est très important d'un mec qui n'a pas pu faire ça tout seul. Mais c'est vrai que les noms, curieusement, sont quand même souvent les mêmes. Dans l'intelligentsia de son temps. Je peux dire quelque chose qui me vient à l'esprit ? Oui. Ce que j'ai trouvé, une des choses qui m'ont beaucoup déçue dans ce film, c'est l'interprétation de Matzneff qu'en donne Jean-Paul Rouve, parce qu'il ne rend absolument pas justice au personnage. C'est-à-dire qu'il joue un Matzneff tellement outré et caricatural que l'histoire elle-même en devient incompréhensible. On se demande qui le Matzneff de Jean-Paul Rouve pouvait bien charmer, alors que dans la réalité, Matzneff séduisait pas seulement les adolescentes, mais aussi toutes les maîtresses de maison du Faubourg Saint-Germain, qu'il était un hôte extrêmement recherché dans les dîners de la rive gauche, et aussi de la rive droite d'ailleurs, plus de la rive gauche. Qu'est-ce qui plaisait tant chez lui ? Un côté très fluide, presque féminin, beaucoup d'esprit, pas du tout les gros sabots que lui prête Jean-Paul Rouve, une finesse, il y avait une finesse. Bon, après, si vous voulez, je ne vais pas me mettre à faire l'apologie de Gabriel Matzneff, mais c'est vrai que le fait de le montrer comme une espèce de gros rustre brutal, rend l'histoire incompréhensible. Alors, c'est quoi la vraie histoire ? La vraie histoire, la vraie histoire, c'est une vaste question. Il avait tout à fait une méthode particulière parce que
si vous voulez, c'était vraiment un serial... Bon, disons le mot séducteur. En fait, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de mal. D'ailleurs, en réalité, il était beaucoup plus méchant que le portrait qu'en donne Jean-Paul Rouve, mais c'était tout en finesse. Et effectivement, il avait une méthode quasiment diabolique pour embobiner à la fois les enfants et les parents. Beaucoup de parents se laissaient prendre. Et... Enfin, moi, la façon dont j'ai... Il y a un énorme élément de flatterie. Et puis, il y a une sorte d'avancée comme ça, de progression par palier qui me fait penser à un système de cliquet. C'est-à-dire qu'on avance, on ne recule jamais. Et donc, bon, par exemple, il obtient d'abord une réponse à une lettre, après il obtient un rendez-vous, et ainsi de suite. Et aucun retour en arrière n'est jamais possible parce qu'il s'en prend, il sait très bien trouver les faiblesses des gens, et notamment des adolescents ou des enfants et des adolescentes mal dans leur peau, dont personne ne s'occupe. Il est très fort pour repérer ses points faibles et jouer dessus. Je me suis longtemps demandé si c'était inné ou si c'était vraiment une méthode apprise. Parce que Matzneff a eu des mentors, enfin le plus connu étant Henri de Monterland, qui est quand même l'un des premiers écrivains à avoir été publié de son vivant dans la collection de la Pléiade. Alors oui, effectivement, Matzneff a été publié par les éditions Gallimard. Et pendant longtemps, le nom Gallimard a vraiment été une sorte de garantie de qualité pour les lecteurs. En fait, on est quand même assez déçus de voir que son éditeur chez Gallimard a longtemps été Philippe Solers, qui est quand même qui a été un grand promoteur de Sade. Et il y a toute une... à partir du moment où on publie Sade, on publie Matzneff, on publie des tas d'autres choses qui étaient incompréhensibles en dehors de la France. Parce que c'était quand même extrêmement choquant au moment où il est entré en exercice, si j'ose dire. Et pour moi, c'est pas surprenant de voir que l'éditeur qui a fait le plus pour populariser Sade a été aussi l'un des principaux éditeurs de Matzneff. Est-ce que Gallimard a cautionné quelque part la pédocriminalité ? Alors, en tout cas, ce que certainement Gallimard a cautionné, c'est le harcèlement absolument insupportable que Matzneff a fait subir à ses petites amies en général et à moi un peu plus qu'aux autres, en nous mettant en avant, sans jamais faire quoi que ce soit pour faire disparaître cet aspect-là de ses livres. Ces livres étaient relus très soigneusement par des juristes et par son avocat Emmanuel Pierrat, mais c'était pour tout ce qui pouvait être gênant pour Gallimard. Et en ce qui concernait les descriptions insultantes que Matzneff pouvait donner de telle ou telle personne, là, telle ou telle personne incapable de se défendre, hein, parce qu'il y avait cet aspect-là était très important. Là, Gallimard laissait tout passer. En gros, pour bien comprendre, les adolescents que Matzneff avait séduits, ils pouvaient parler d'eux, raconter leur vie privée dans ses livres, sans que personne s'en étonne, quoi. Exactement, et ça allait même plus loin, puisque dans mon cas, il y a même eu ma photo publiée sur la couverture de l'édition Folio de son roman Ivre du vin perdu. Donc, en fait, Gallimard a vraiment prêté la main à un harcèlement qui n'est juste pas... qui est juste impossible à justifier. C'est quoi les moments où ça a été le plus dur pour vous, après coup ? Qu'est-ce qui vous a fait le plus du mal ? Alors, en tant que, si vous voulez, ex-victime, ce qui est le plus dur, c'était effectivement d'être sans arrêt cité dans ses livres, d'avoir mon prénom dans le titre de ses livres. Notamment, il y a un volume du journal publié par Gallimard qui s'appelle
qui s'intitule La Passion Francesca, qui est quand même extrêmement désagréable à mon égard. Mais en tant que journaliste et que enquêtrice sur le phénomène Matzneff, le plus dur a été sans aucun doute le fait qu'on m'ait empêché de publier le premier livre que je lui ai consacré en 2004, en me faisant croire qu'il n'était pas assez bon pour être publiable. Alors on pourrait vous dire que les éditeurs parisiens ne vous ont pas publié parce que le livre était mauvais. Qu'est-ce que vous dites à ça ? En fait, là, je propose à quiconque m'en fait la demande de lui adresser un chapitre de ce livre et de juger sur pièce. Il faut dire que ce livre était beaucoup plus dur que le consentement de Vanessa Springora, qui en fait dit assez peu de choses sur Matzneff, ou en tout cas se limite à l'homme privé et n'entre pas du tout dans le détail de ses activités publiques, si j'ose dire, ou en tout cas qui pouvaient avoir un impact sur la société française. Pour bien comprendre, vous dites que le problème Matzneff n'est pas juste le problème d'un homme. C'est pas le problème d'un homme, c'est le problème d'un groupe dont il était à la tête d'affiche, parce que Matzneff est une personnalité très extraverti, il aime beaucoup se montrer, donc il a fait beaucoup de télévision, notamment, on sait qu'il est passé très souvent dans l'émission de Bernard Pivot, Apostrophe, et donc il était un porte-parole, en fait, tout trouvé pour des gens qui voulaient obtenir l'abaissement de l'âge de majorité sexuelle pour les enfants et les adolescents et la décriminalisation des rapports sexuels avec les mineurs. Son rôle, ça a été ça. Est-ce que certains milieux ou la société française ont été complaisants avec ça dans cette période ? D'après les échos que j'en ai eus, les seuls milieux qui ont été vraiment complaisants avec lui, c'est vraiment ce que j'appelle son microcosme ou le show business, dans lequel on peut inclure la politique, le journalisme et l'édition, vu que maintenant ça ne forme qu'un seul tout. Mais je pense que selon les retours que j'avais à l'époque, Matzneff choquait énormément le français moyen. Et ça ne répondait... D'ailleurs, il a toujours eu peu de lecteurs, il n'a jamais trouvé d'écho, il a toujours été porté à bout de bras par le système parisien. Il a toujours été subventionné, que ce soit par l'État, que ce soit par Gallimard, justement. Dès la parution de son livre « Les moins de 16 ans », je crois, qui annonçait clairement la couleur, des subventions du ministère de la Culture à travers le Centre national du livre. Comment expliquer qu'un écrivain qui vante ses exploits pédophiles, puisqu'il raconte dans certains de ses livres qu'il va en Asie coucher avec des garçons de 8 ou 10 ans, qu'il puisse être subventionné par les pouvoirs publics français ? Excellente question. Pas seulement par les pouvoirs publics, mais à la même époque, il est aussi devenu chroniqueur régulier au Monde. Ce qui lui assurait... donc il écrivait des chroniques qui étaient publiées en haut de la page 2 du Monde, donc c'était plutôt bien placé. Ça lui assurait à la fois une audience, une respectabilité, une notoriété et des revenus. Et on est à la fin des années 70, il a déjà publié Les moins de 16 ans, il a déjà raconté qu'il allait coucher avec des enfants très jeunes en Asie, quoi. Jusqu'au début des années 80, jusqu'à l'affaire du Corral, il est resté au Monde. Pourquoi les éditions Grasset, proches de Bernard-Henri Lévy, finalement, acceptent de sortir un peu le scandale Matzneff ? Qu'est-ce que vous dites de ça ? À mon avis, on était 2 ans après le début du mouvement MeToo et Matzneff était devenu complètement indéfendable. Alors certes, il était un peu oublié, assez peu de gens se souvenaient de lui, mais par contre, il y avait pas mal de femmes parisiennes appartenant à des milieux plutôt cultivés et privilégiés qui avaient eu affaire à lui et qui pouvaient avoir envie comme Vanessa Springora justement, et qui pouvaient avoir envie d'en parler. Et je pense que les éditions Grasset se sont dit qu'il valait mieux
piloter l'opération de A à Z pour éviter qu'elle ne déborde trop, plutôt qu'attendre que ça vienne d'une source beaucoup moins facile à contrôler. Et d'ailleurs, on peut dire que d'une certaine façon, les éditions Grasset ont piloté ça de A à Z, puisque Matzneff a rencontré Vanessa Springora chez Ariane Fasquelle, qui était la fille du directeur, du patron de Grasset à l'époque, Jean-Claude Fasquelle, qui a dirigé les éditions Grasset jusqu'en 2000. Donc on peut dire qu'ils ont vraiment été... Une trentaine d'années après, c'est eux qui publient Le consentement de Vanessa Springora. Voilà. La boucle est bouclée. Est-ce que vous pensez qu'il y a une façon aussi de la part de Grasset finalement de sortir l'affaire Matzneff, mais sans trop éclabousser l'alentour? Oui, parce qu'il y a quand même eu une omerta incroyable de la part de la presse française. Moi-même, j'ai été attaquée, enfin sans être nommée, mais j'ai reçu des attaques qui avaient pour but de m'inciter à me taire. Et en fait, le seul journaliste qui ait vraiment enquêté sur Matzneff à l'époque, c'était le correspondant du New York Times à Paris. Et pas la presse française? Toutes les informations intéressantes sont sorties dans le New York Times et pas dans la presse française. Au point que le New York Times traduisait tous ces articles-là en français, évidemment, et les mettait sur son site en français où tout le monde pouvait les lire. Pour revenir au film, Le consentement, j'ai également été choquée par la violence de ces images. Moi-même, franchement, j'ai souvent rabattu mon chapeau sur mes yeux pendant le film pour ne pas voir certaines choses. Et il y a un effet coup de poing tel qu'à mon avis, ça empêche le spectateur de réfléchir et ça fait vraiment appel aux instincts les plus basiques et les moins conscientisés. Et je trouve que c'est pas bien d'avoir fait ça. Il faut aborder cette affaire-là avec intelligence et pas seulement sur le plan des sentiments. Ça veut dire quoi avec intelligence? En faisant un travail d'analyse d'analyse historique, en essayant justement de reconstituer ce qui s'est passé. C'est pas juste à huis clos entre un homme de 50 ans et une adolescente de 14, 15, 16 ans, je pense qu'elle avait à la fin. C'est comme une sorte de toile d'araignée qui, à l'époque, s'étendait sur une partie de l'intelligentsia française. Toile d'araignée qui était dans le déni, qui faisait taire les souffrances, qui protégeait les gens? On était encore dans le sillage de mai 68 et qu'à cette époque, le discours dominant était quand même celui de la liberté, du droit de choisir. Et d'ailleurs, ça ressort assez bien dans le film, puisque Vanessa, le personnage de la petite jeune fille, refuse de rompre avec son amant en disant « c'est ma vie, je fais ce que je veux ». Et quand sa mère s'y oppose, elle lui dit « mais mêle-toi de ce qui te regarde », alors que c'est quand même une gamine de 14 ans. Donc à l'époque, tout ce qui visait tout ce qui semblait restreindre la liberté de choix des individus avait très mauvaise presse. Mais bon, là, il s'agissait quand même d'enfants. On n'a pas pour autant donné le droit de vote aux enfants à 13 ans, ni le droit de conduire une voiture, ni le droit de décider ce qu'ils faisaient de leur vie. Donc c'est quand même très ambigu. Qu'est-ce qui est destructeur pour un enfant quand il rencontre un personnage comme Matzneff? Il y a toujours une manipulation là-dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, ce n'est pas vrai qu'un enfant ou une adolescente va de lui-même se jeter sur Matzneff, même si plus tard, peut-être à cause de la médiatisation, il y a eu des cas. Mais au départ, personne ne va faire ça. Il y a toujours une manipulation qui est en soi une forme de viol. Et ensuite, il y a les méthodes de Matzneff lui-même. Matzneff est quelqu'un qui se réclame de Sade, justement, on parlait de Sade, mais qui dit que lui, ça ne l'intéresse pas d'infliger des souffrances physiques. Ce qui l'intéresse, c'est les souffrances morales. Et donc, il
il opère une sorte, par petites touches comme ça, mais vraiment sans avoir l'air d'y toucher, il opère une sorte de déconstruction de la personnalité de sa cible, de sa proie, qui aboutit à la rendre complètement dingue. Et à ce moment-là, il va dire « Ah, mais tu es complètement folle, mais qu'est-ce qui te prend? Mais regarde-toi !» Dans mon cas, il me citait « Regarde, Dominique Deroux dit que tu es folle !» Enfin, ce genre de choses, quoi. Et Compliqué comme sujet, les amis. Effectivement, cette année, il reste une dizaine de minutes, mais ça, je trouve que bon, ça tournait un petit peu en rond sur le propos qui est tenu. Une analyse qui est curieuse d'ailleurs de la part d'une ancienne victime de Gabriel Matzneff. Je pensais sincèrement qu'on apprenait plus de choses. Après, voilà, la logique de milieu, la logique de gens qui gravitaient autour de Gabriel Matzneff et qui ont rendu tout ça possible et qui ont permis à ce criminel de faire ce qu'il a fait. Voilà, on est OK. Ça, on s'en doutait, on le savait. Et là, effectivement, le témoignage est intéressant parce c'est un témoignage de quelqu'un qui a vécu au plus près de cette affaire-là. Et on sent quand même une sorte d'emprise encore, je trouve, psychologique à travers l'interview. C'est très intéressant sur l'affaire Matzneff. Si vous voulez voir la fin de cette vidéo, rendez-vous sur la chaîne de Off Investigation, les amis. Je vous le dis, n'hésitez pas à vous abonner. Ça, c'est très important. Mais c'est vrai que c'est délicat. C'est extrêmement délicat comme sujet. Vraiment pas fastoche. Les amis, je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu que sur ce coup-là, on n'allait pas complètement se fendre la gueule. Mais les amis, ce que je voulais vous dire, on va pour aujourd'hui, je vous dis, une émission un petit peu courte aujourd'hui, mais demain, et là, les jours qui arrivent, on va faire format un petit peu plus long là, mais là, il y a sapin. Il faut aller acheter un sapin parce que c'est Noël. Si je l'achète en juillet, ça n'a aucun intérêt. Donc, je vais faire sapin. Puis après, je vais aller militer pour la planète ce soir dans ma chambre. En remuant mon cul. Ouais. À Europe Écologie Les Verts, ils ont dit c'est comme ça qu'on peut sauver les ours polaires. Donc ce soir, je milite à max. Voilà les amis, je vous le dis. Donc, passez une excellente soirée. Les amis, on se retrouve demain en forme. Voilà, ça c'est le plus important. 16h45, on se fera une belle émission. Voilà les copains. Je vous embrasse. À demain. Vive la rigolade et vive la France.